OK. Donc hier, on a vu que la force gravitationnelle universelle s'applique tout partout dans l'univers et fait des attractions ou applique une force d'attraction entre deux corps, entre deux masses dans ce cas ici. On va voir maintenant, aujourd'hui, comment ceci fait en sorte que les planètes restent en orbite, les satellites peuvent rester en orbite, etc. OK. Pour commencer, vite fait, une des exemples, la première idée ou les premières idées, les premières façons que Newton a vu les orbites, était sa fameuse expérience, là, ou dans sa tête, son thought experiment, d'un canon sur la Terre. Donc imagine un canon sur la Terre. Ouais, super beau mon canon, là. Canon sur la Terre. Si on tire un boulon d'un canon, on voit souvent ceci qui arrive. Là, ça frappe quelque part un peu plus loin. Si on met plus de poudre dans notre canon, on est capable d'aller un peu plus loin, et un peu plus loin, un peu plus loin. La raison que le boulon est en train de tomber vers le centre de la Terre, c'est la force gravitationnelle. Hein, ça tire toujours vers le centre de masse. Quand Newton regardait à la Lune, lui s'est dit, ben, ça se peut-tu que la Lune est effectivement en train de perpétuellement tomber vers le centre de la Terre? Il a continué à rajouter dans sa tête de la poudre noire dans son canon jusqu'à temps qu'il est capable de lancer un boulon qui soit toujours en train de tomber. Donc, l'idée est que le plus qu'il est en train d'avancer, il tombe. On voit que la courbe est quand même là, il est en train de courber vers le centre de la Terre, mais il avance avec une assez grande vitesse. La vitesse, au préalable, la vitesse horizontale, hein, si on regarde à n'importe quel point, ce serait une vitesse horizontale, tangentielle au cercle, est assez grande pour qu'il avance assez vite, pour que, une fois qu'il est tombé, la Terre elle-même est tombée un peu. Le fait que la Terre est circulaire, est une sphère, le plus qu'il avance, le plus que la Terre, le sol, est en train de tomber en tournant aussi. Donc, l'idée d'une orbite, c'est d'être perpétuellement en train de tomber vers le centre de la Terre, mais ne jamais être capable d'atterrir. Tu peux être capable d'atteindre ceci avec une vitesse assez grande. Donc là, tu as besoin d'assez grande vitesse, c'est ça l'idée de notre boulon, là. S'il n'est pas assez vite, il va atterrir, il va atterrir, il va atterrir, jusqu'à temps qu'on le lance avec une assez grande vitesse qui est capable de, on dirait, outrun the curve of the Earth. Ça serait genre de même. Il avance tellement vite que la Terre tombe en dessous d'elle pendant qu'elle est en train de tomber. Donc c'est ça l'idée à Newton pour ses orbites. Donc, partant de ceci, il avait ensuite pris toutes les informations de Tycho Brahe. Donc, Tycho Brahe, il avait fait plein d'études, il avait été capable de faire plein de cartes, prendre plein d'informations à propos du mouvement des corps célestes. Bon, à quel point est-ce qu'ils sont, à quelle distance, c'est quoi leur trajectoire. C'est lui qui avait découvert la grande majorité de ça. Il avait donné ces informations à son apprenti Kepler, Johannes Kepler, et lui avait sorti avec 3 lois de Kepler qu'on va voir dans la prochaine section. Les 3 lois de Kepler nous démontrent que les orbites, en effet, ne sont pas des cercles. On avait déjà parlé, je pense l'année passée, quand on parlait des différents modèles de notre système solaire, hein, le système géocentrique, la Terre au centre, le système héliocentrique, le Soleil est au centre, ça fait un peu plus de sens. Les Grecs, eux autres, ils aimaient bien les sphères, ou les cercles. Donc, chaque trajectoire, c'était parfaitement circulaire, mais ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, ils ont mis des cercles sur des cercles, ça tournait de même en cercle. Puis ensuite, des cercles sur des cercles sur des cercles, c'était vraiment, vraiment difficile à comprendre. Kepler, lui, est venu et il a dit, regarde, on peut tout simplifier ça si au lieu de faire des cercles, on fait des ellipses. Donc, une ellipse, c'est un cercle étiré. Je vais juste mentionner un petit mot ici, l'excentricité. L'excentricité, c'est de quel montant est-ce qu'une trajectoire circulaire est étirée. Donc, si tu n'as aucune excentricité, une excentricité, on va dire, qui est égale à 0, ta trajectoire, ton orbite, est un cercle parfait. Imaginez un cercle parfait. En comparaison, si ton excentricité est plus que 0, mais moins que 1, donc entre 0 et 1, ton excentricité ressemblerait un peu plus, ton orbite ressemblerait un peu plus à quelque chose de même. Donc, ton excentricité est plus grand que 0, mais plus petit que 1. Un point quelque chose. Ça serait avec une certaine excentricité. Ça, c'est une ellipse, on appelle ça. Ça existe à avoir des excentricités qui sont plus grandes que 1, mais dans ce cas-là, on parle des paraboles. Donc, ça va ressembler un peu similaire, là. C'est une excentricité qui est égale à 1. Ça, ce serait une parabole. C'est aussi possible d'avoir des hyperboles. Là, on va dire E plus grand que 1, hyperbole. Donc, ça, c'est les types d'orbites qu'on pourrait avoir.
En réalité, on va vraiment parler d'orbite circulaire dans cette section ici. Et dans la prochaine, on va parler des ellipses. Quand on parle des paraboles, des hyperboles, ça va être des objets qui sont rentrés dans un système solaire de quelque sorte, ou un système peut-être dans une galaxie, près d'une étoile, près d'une Terre, peu importe, va se faire affecter par la force gravitationnelle de la masse centrale, va se faire changer de direction et retourner dans une autre direction, mais ne reviendra pas. Okay? Jamais est-ce que tu vois une parabole revenir plus tard éventuellement. Hein? Donc, elle continue à l'infini. Il y a, je pense, l'année passée, la comète, pardon, l'astéroïde qui est passé au Muamua. C'était un objet qui est rentré dans le système solaire, qui venait de l'extérieur du système solaire et qui ne reviendrait jamais. Ça, c'est un exemple. Je pense que son excentricité était de 1 point quelque chose. Donc, c'était une hyperbole, presque une parabole. Ça a rentré dans notre système solaire, ça a dit allô, puis ensuite c'est parti. Les ellipses, on va en parler un peu plus en détail la prochaine fois, mais on va voir que le centre, la masse centrale, on appelle ça un foyer. Dans un cercle, le foyer, évidemment, c'est le centre, ça va être le milieu. Dans un ellipse, il existe deux foyers. Il y a un foyer qui est là, puis il y en a un qui est là. La masse centrale occupe un des foyers. Donc, la masse dans laquelle l'objet est en train de faire un orbite, il faut qu'il y ait une masse centrale à l'intérieur, puis l'autre, ça serait genre une masse satellite, on va l'appeler. Okay? Une masse satellite, c'est ce qui fait le tour, qui fait l'orbite. La masse au centre, ça va être la masse centrale. En comparaison, la Terre est la masse centrale pour l'orbite de la Lune. La Lune, c'est notre satellite, il tourne alentour de la Terre. Notre Terre occupe la masse, le foyer, pardon, de l'orbite de la Lune. On préfère d'autres comparaisons de Soleil et la Terre. La Terre est en orbite presque circulaire alentour du Soleil. C'est pas une très grande excentricité, donc c'est presque un cercle. Le foyer, pardon, d'un des foyers de l'ellipse est occupé par le Soleil. Donc, on va voir ça un peu plus en détail dans la prochaine leçon. Pour aujourd'hui, on va parler strictement des orbites circulaires. Bon. Comme on sait bien, la physique, c'est souvent considéré l'art de l'approximation. Hein, on ignore la force de friction de l'air, on ignore la force de friction parfois. Ici, on va approximer que des orbites sont circulaires. Et une grande majorité des orbites, genre des satellites et des lunes, sont souvent circulaires. On va voir les planètes qui ont des excentricités un peu plus grandes plus tard. Mais pour tout de suite, on va parler des orbites circulaires strictement. Qu'est-ce qui me manque ici? Pour nos orbites circulaires, une autre chose à retenir, c'est pour produire le mouvement circulaire alentour d'une masse centrale, ce qui agit comme force centripète, mouvement circulaire, on parle d'une force centripète, ça va être la force gravitationnelle. Donc, on se souvient que la force gravitationnelle, la force centripète peut être une manifestation de n'importe quelle autre force, vraiment. Ça peut être une corde, une tension qui est en train de faire tourner. Ça peut être une force de friction quand on tourne une auto. Dans le cas des orbites, ça va être la force gravitationnelle qui agit comme cette force. Donc, premier exemple, le télescope spatial Hubble suit une orbite pratiquement circulaire à une altitude moyenne de 598 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est important, ça. Quelle est la vitesse requise par le télescope spatial Hubble pour qu'elle puisse se maintenir en orbite? Donne ta vitesse en km à l'heure. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Commencer avec une représentation de notre situation. J'ai la Terre au centre ici. J'ai une orbite pratiquement circulaire avec Hubble qui est là. Les informations qu'ils nous donnent, ils ne nous ont pas donné de masse, mais, faites attention, on peut trouver la masse de la Terre dans notre feuille de formule. Okay? Donc, si on a besoin, tu peux aller la chercher là. Similairement avec le rayon de la Terre qu'on aura besoin ici. Les informations qu'ils nous donnent, c'est l'altitude. L'altitude, là, ça, c'est la distance de la surface de la Terre. Okay? Donc, je vais dire, on va appeler ça A, altitude. L'altitude qu'il nous donne est de 598 km. Donc 598 km, ou 598 fois 10 à la 3 mètres. Ça, c'est mon altitude. Est-ce que ceci correspond au rayon ou le R dans mon équation de la force gravitationnelle? Non. On doit considérer
le rayon de la Terre. C'est pas négligeable. Okay? C'est pas un petit rayon, c'est pas une petite sphère. C'est quand même un rayon qui est quand même assez grand. Donc, RT, on peut aller voir dans nos valeurs, c'est 6,38 fois 10 à la 6, je crois. On va dire ça à 6 mètres. Pas une valeur à connaître par cœur, mais tu devrais savoir que tu peux la trouver dans tes feuilles de formule. Donc, y a-t-il d'autres informations qui nous donnent? C'est tout. On cherche la vitesse de notre télescope Hubble. Donc, on imagine, ça, on va lui donner une direction, là, il tourne dans le sens horaire. Allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, on parle des forces qui sont en train de faire un mouvement circulaire. Guess what? On va utiliser la force nette est égale à la somme de toutes les forces qui appliquent sur mon objet. Et on parle de qu'est-ce qui arrive sur mon objet qui est mon télescope. Bien, la force nette est en train d'effectuer, ou la masse, pardon, la force nette est en train de faire en sorte que ma masse de Hubble, MH, est en train de subir une accélération centripète. On est d'accord? C'est en train de tourner en rond, il y a une force qui tire vers le centre. Donc la force nette est en train de faire la masse de Hubble accélérée de façon centripète. Les forces qui sont en train d'agir, dans ce cas, c'est seulement la force gravitationnelle. Allez, on avance tranquillement. L'accélération centripète, on sait que c'est la vitesse au carré de mon satellite, hein, de mon objet en mouvement circulaire, pas de ma Terre, mais de mon objet. Ça, c'est l'accélération de Hubble. C'est par le rayon ici. La force gravitationnelle entre les deux, on va remplacer avec G, masse de la Terre qui est ma masse centrale, masse de Hubble qui est en mouvement circulaire alentour, à la distance des deux centres au carré. Donc si on assume, on a parlé du satellite Hubble, on ne parle pas du rayon du satellite Hubble, même si le satellite Hubble est de comme 1 km de long, là, ou de large, c'est une sphère qui a 1 km en rayon. 1 km comparé à mes distances ici, c'est une erreur d'arrondissement, c'est négligeable. Donc, on n'a pas besoin du rayon de mon satellite Hubble. On pourrait l'utiliser pour être extrêmement précis, mais même dans ce cas-là, nos incertitudes, ça ne nous aiderait pas. OK, je regarde dans mon équation. La direction ici n'est pas nécessairement importante. Oui, j'ai dessiné comme si elle serait négative, donc vers la gauche. On pourrait le dessiner comme qu'on voudrait. Imaginez que si je donne l'accélération comme étant négative, donc la force gravitationnelle tire vers là-bas, hein, sur mon satellite, c'est vers là-bas, les deux s'annulent. Les deux sont dans la même direction. Donc, je vais juste imaginer que les deux sont positifs, je veux dire que la gauche, c'est le positif. Vers le centre de la Terre, c'est le positif. On utilise le système qu'on veut. Ce qu'on peut faire ici, c'est remarquer que Hubble n'est pas important. Puis ça, c'est quand même assez impressionnant ici, c'est que n'importe quel satellite qu'on met en orbite, à cette altitude-là, autour de la Terre, sa masse n'est pas importante. On pourrait mettre un satellite Hubble, on pourrait mettre un Honda Fit, on pourrait mettre Zach, on pourrait mettre n'importe quoi. La masse n'est pas importante. Hein? Elle n'est plus dans mon équation. La masse de la Terre, oui, mais pas la masse de mon satellite. L'autre chose qu'on pourrait aller voir, c'est que j'ai deux rayons au dénominateur. Un préannulé, l'autre. Un des autres, pardon. On a fini avec V au carré est égal à G T sur R. Je vais simplifier. Et moi, je cherche la vitesse. On enlève l'autre carré, là. On a la racine carrée de l'autre bord. La vitesse est égale à la racine carrée de la constante gravitationnelle, qu'on connaît, c'est dans nos feuilles de formule. La masse de la Terre, qu'on connaît, c'est dans nos feuilles de formule. Et la distance entre les deux, pas au carré. Donc, je pourrais aller faire V égale racine carrée 6,67 fois 10 à la moins 11 Newton, mètre au carré par kilogramme carré. Masse de la Terre, c'est ça. Masse de la Terre qui est de 5,98 fois 10 à la 14. 24, pardon. 24 kg. Presque 6 fois 10 à la 24. Divisé par, puis là, il faut faire attention. C'est ici où plusieurs élèves vont faire des erreurs, donc écoutez bien.
j'ai besoin de la distance entre les deux centres de masse, hein, les deux centres des masses qui m'intéressent. J'ai besoin de considérer le rayon de la Terre et la distance de la surface jusqu'à mon satellite. Donc, je vais additionner mes deux ici. Ça, je vais même le faire en couleur. Donc, je vais additionner deux masses. Je vais additionner une masse, on va commencer avec le rayon de la Terre. 6,38 fois 10 à la 6 mètres. Donc, cette distance en bleu. Et ensuite, ma distance en rouge, 5,98 fois 10 à la 3 mètres. D'ici, j'ai juste besoin d'aller calculer ma vitesse. Et donc, puis là, on retrouverait 5560,456 mètres par seconde. Okay. Pour faire ça, ça nous demande de le convertir en kilomètres à l'heure. 2100 km par heure. Donc, la vitesse serait égale à 2, chiffre significatif. Je pense qu'on en a 3 chiffres significatifs. J'ai 3 pour la distance, j'ai 3 dans mes fiches de formule, j'ai 3 pour le G. 2,10 fois 10 à la 1, 2, 3 km par heure. Okay, donc 2100 km à l'heure, c'est quand même extrêmement vite quand on y pense. Pour B, ça nous demande c'est quoi, quelle est la période orbitale du télescope spatial Hubble. Combien de temps ça prend pour faire ce trajet? C'est pas sorcier ici, c'est vraiment juste de la géométrie. Donc, allons voir, ça serait quoi le trajet que ça va faire. Regardez la vitesse. On va en avoir besoin dans une seconde. Puis vraiment ici, pensez pas trop fort. J'ai une trajectoire, j'ai une vitesse, je cherche un temps. La vitesse, c'est égal à un déplacement par rapport à un temps. Bon, on va parler de scalaire. Vitesse scalaire, c'est une distance par rapport au temps. Quelle distance est-ce que mon satellite va faire dans une rotation totale? Bien, c'est un cercle, donc 2 pi r. Ça va suivre la circonférence. Ça va y prendre une période totale pour faire ceci, à sa vitesse qui est moindrement constante. Donc, allons voir la période orbitale. On va la trouver on va la mettre en secondes. Donc, allons trouver ce qu'est la période orbitale. T serait donc égal à 2 pi r sur la vitesse. T serait égal à 2 pi. Et encore ici, n'oubliez pas, il faut additionner nos rayons. Il faut qu'on considère les deux grandeurs données, le rayon de la Terre, 6,38 fois 10 à la 6 mètres, plus l'altitude où se trouve le satellite Hubble, 598 fois 10 à la 3 mètres, divisé par sa vitesse. Ici, allons prendre la vitesse en mètres par seconde. J'ai pris les distances en mètres, je vais les trouver en mètres. Alors, je vais utiliser la vitesse en mètres par seconde. Je peux prendre les kilomètres à l'heure. Les unités ne sont pas compatibles. Je vais prendre la vitesse que j'avais qui était de 7560,456 mètres par seconde pour une période qui est de... Je vais tricher un peu et trouver la belle réponse qui est là. 5,8 fois 10, 5,0 fois 10 à la 3 secondes. Okay? Donc, c'est un grand nombre de secondes. Divise par 60, tu as des minutes. Divise par 60, tu as des heures. T est égal à 1,61 heure. Donc, le télescope Hubble bouge vite en maudine et ça lui prend 1 heure et demie, un peu plus qu'1 heure et demie, pour faire son trajet total. On met ça de côté, on se voit dans 2 secondes, on fait la prochaine exemple. OK. Le poids apparent, la pesanteur artificielle ou même le poids lui-même. Donc, c'est 3 choses qu'on va voir qui sont un peu différentes. Jusqu'à date, on sait que le poids, quand on parle de poids strictement, on parle de la force gravitationnelle mg, ou même GMA mb sur r au carré. On pourrait le calculer de la même façon. Okay? Ça, c'est notre poids. Le poids apparent, on a vu l'année passée, qui est situé dans un ascenseur, situé dans un élévateur.
ascenseur, ou si tu es dans un manège, ou si tu es dans différentes situations où il y a une accélération, tu peux ressentir un poids apparent plus élevé ou plus bas. On appelle ça un poids apparent, parce que ce n'est pas exactement ton poids. Ton poids ne change pas. La force gravitationnelle sur ton corps ne va pas varier, mais tu vas avoir une sensation d'être plus pesant ou non. Donc, le poids apparent, ça serait la force normale. C'est ce qu'on a vu l'année passée. Donc, ça, c'est le poids. Ici, on a le poids apparent. Et maintenant, on va aller parler du poids artificiel. C'est un peu comme un poids apparent, de façon que ce n'est pas un vrai poids. Ce n'est pas une force gravitationnelle nécessairement qui est en train de produire une sensation de pesanteur. Ça va être un mouvement circulaire. Donc, je fais rappel des systèmes non inertiels. En d'autres mots, quand tu es en train d'accélérer, on dirait qu'il y a des forces fictives qui agissent. Donc, on parle en voiture. En voiture, tu t'assis dans ta voiture, tu pèses le gaz, tu commences à avancer, tu ressens une force qui te pousse vers l'arrière. Tu as comme une pesanteur vers l'arrière. Si tu accélères assez vite, tu peux avoir une pesanteur qui est quand même assez importante. Similairement, quand tu arrêtes, c'est la même chose. Ton système de référence est en train d'arrêter, ton corps veut continuer à avancer, tandis que la voiture arrête, tu ressens une force qui te tire. Hein? On dirait comme une force, par exemple, qui te pousse vers l'avant, qui rentre dans ta ceinture. Dans le mouvement circulaire, ceci se produit aussi, puis on appelle ça la force centrifuge. Ceux qui ont déjà rentré dans les manèges les manèges où c'est genre un grand cylindre, tu te mets contre le mur, ça commence à tourner, ça tourne, et à un certain point, ça tourne assez vite que tu te sens pousser contre le mur, et le plancher peut même tomber, puis tu restes là, tu restes collé contre le mur. Ça, c'est comme avoir une pesanteur qui pousse vers toi, vers l'extérieur. Hein? Ça, c'est la force centrifuge, une force fictive qui n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de force qui te pousse vers l'extérieur. En réalité, il y a une force qui te tire vers l'avant ou qui te pousse vers l'avant, vers l'intérieur, disons, du cercle, de ta trajectoire circulaire. Mais ça n'arrête pas le fait que la force centrifuge donne une sensation d'une pesanteur dans une direction. Ceci est exploité plusieurs fois, assez souvent, dans des films et des émissions de science-fiction. Si vous avez déjà écouté classique 2001 A Space Odyssey, ceci, ça arrive. Là, tu vois un bonhomme qui est en train de courir, je vais vous passer une vidéo sur Classroom si vous voulez, il est en train de courir dans une station spatiale de quelque sorte, c'est un énorme cylindre. Le cylindre est en train de tourner. Ça fait en sorte qu'il ressent une pesanteur vers l'extérieur. Il se sent comme s'il s'est poussé vers l'extérieur. Ça serait la force centrifuge, la force fictive. Peut-être un peu plus récent, c'est avec Matthew McConaughey. C'est quoi le film? Interstellar. À la fin d'Interstellar, il se trouve dans un énorme cylindre, là, à la fin, quand la fille est devenue vieille, là, dans un très grand cylindre, et tu peux voir tout alentour qu'il y a de la Terre, puis il y a tout alentour. C'est à cause que c'est un grand cylindre dans l'espace qui est en train de tourner, qui est en train de produire une force centrifuge qui crée une pesanteur artificielle. Donc, on va aller voir comment ceci se fait. Donc, exemple 2. Tu es à bord d'une station spatiale en rotation. C'est bien. Rotation, ça va nous créer une force centrifuge. La station a un diamètre de 3 km. Trace un diagramme du système et un diagramme de force de ton corps lorsque tu es à l'intérieur de la station. On va prendre nos couleurs. Donc, ma station circulaire, hein, c'est une grande station, un énorme cylindre, qui a un diamètre de 3 km. 3 km. Moi, je vais me mettre là. Je suis sur ma sonde spatiale, ou pardon, ma station spatiale. Que sont les forces qui sont en train d'appliquer sur moi? Bien, effectivement, il y en a juste une. Et si ma station est en train de tourner, j'ai une force qui est en train de me pousser vers le centre. Donc, si ma station spatiale tourne dans une certaine direction, il y a quelque chose qui me pousse vers le centre. C'est quoi cette force-là qui me pousse vers le centre? C'est là que ça devient intéressant. Il n'y a pas de gravité. On n'a pas de masse assez grande dans une station spatiale pour produire de la force gravitationnelle. Donc, ce n'est pas ça qui est en train de créer la force centripète vers le centre. Mais on peut poser la question d'une autre façon, un peu comme quand on parlait de la voiture qui tournait. Qu'est-ce qui agissait comme la force qui te gardait en trajet circulaire?
Pour la voiture, c'était la friction. Si tu enlèves la friction, tu n'as plus de mouvement circulaire, tu bouges en ligne droite, l'inertie prend charge et tu bouges en ligne droite, vitesse constante. Ici, qu'est-ce que je pourrais enlever de cette situation pour que mon corps continue dans une ligne droite? Bien, effectivement, ça va être la paroi ici extérieure. On pourrait parler ça genre la force normale, hein, la surface sur laquelle je me tiens debout. Si j'enlève ceci, moi, je continue en ligne droite dans une direction à l'infini. Donc, le fait que j'ai une surface sur laquelle poser mes pieds me garde en mouvement circulaire, ce qui agit donc comme ma force, centripète, c'est ma force normale. Moi, mon corps veut continuer dans une ligne droite. On n'oublie pas, dans les trajets circulaires, c'est parfaitement tangentiel, hein, je veux partir dans la direction-là, mais il y a un plancher là qui m'arrête. Donc, je suis constamment en train de frapper ce plancher avec mon inertie. Donc, j'ai la sensation que la force normale, on va l'appeler, pousse vers le centre, à n'importe quel point. Donc, B, on détermine la vitesse nécessaire pour que ton poids apparent soit égal à ton poids sur la Terre. Oh, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'était pour A. Pour B, j'aimerais que le poids apparent que je ressens, le poids apparent, n'oubliez pas, le poids apparent, c'est la force normale. Si tu te mets sur un plancher et tu accélères vers le haut, tu vas te ressentir plus pesant. Si tu es en train d'accélérer vers le bas, tu vas te sentir moins pesant. Parce que la force normale est en train de varier dépendant de la situation. Ton poids ne change pas, ton poids apparent, ce que tu ressens, est en train de changer. Donc, allons voir ici qu'est-ce qui arrive. Les forces qui sont en jeu, force nette est égale à la somme de toutes les forces. Donc, ce qui arrive ici, c'est que la force nette que je suis en train de ressentir est en train de faire ma masse tourner en rond. Donc, ma masse à moi, M à moi, est en train d'accélérer de façon centripète. C'est une accélération centripète vers le centre. Quelle force est en train de faire ceci? C'est la force normale. Ça, c'est mon poids apparent. Ça, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ici? La masse, l'accélération centripète, c'est V au carré sur R. Et la force normale, mon poids apparent que j'aimerais ressentir, c'est mg. J'aimerais que cette valeur de mon poids apparent soit égale à mon poids sur la Terre. J'aimerais que ma station spatiale, quand je suis en voyage interplanétaire, intergalactique, peu importe, j'aimerais ressentir une force gravitationnelle qui est normale pour la Terre. Donc, je remplace mon poids apparent, force normale, avec mg. Remarque, qu'est-ce qu'on peut aller faire? La masse n'est pas importante. Peu importe la personne dans ma station spatiale, que ce soit moi, que ce soit un éléphant, que ce soit n'importe quoi, ils vont tous subir leur poids original, leur poids normal sur la surface de la Terre. Donc, je finis avec V au carré sur R égale à G. Et la question était, trouve la valeur de la vitesse pour que j'ai ce poids voulu. Donc, j'isole V, je finis avec G, R, racine carrée. On connaît l'accélération gravitationnelle à la surface de la Terre. C'est ce que j'avais choisi comme mes conditions. Je voulais que mon poids apparent soit égal à mon poids sur la Terre. C'est pour ça que j'ai G qui est la surface de la Terre. Je connais le rayon de ma station spatiale, et donc, connaissant ces deux variables, ces deux valeurs, je peux donc trouver la vitesse auquel mon cylindre doit tourner pour me donner cet effet. J'ai l'accélération gravitationnelle, j'ai mon rayon de 3 km ou 3000 mètres, et je trouve la racine carrée, qui me donne donc ma vitesse de 1,23 fois 10 à la 2 mètres par seconde. Chiffre significatif, je crois que j'en ai seulement 2, 3,0 km, donc 1,2 fois 10 à la 2 mètres par seconde serait la vitesse nécessaire. Donc, si ma station spatiale peut tourner à 1200 mètres par seconde, pardon, 1200 mètres par seconde, je serais capable de ressentir mon poids sur la planète Terre. Donc, ça serait super utile. C,
on veut savoir c'est quoi la fréquence de rotation en Hertz en tours par minute. Combien de tours par minute est-ce que ceci implique pour ma station spatiale? Donc, allons voir. On va mettre ça de côté, puis on va faire C. Donc, pour trouver la fréquence, je dois trouver soit le montant de tours, je cherche le montant de tours par seconde. Au lieu de sauter à la fréquence immédiatement, je sais que la période m'aidera à trouver la fréquence. Un est l'inverse de l'autre. Donc, je vais commencer avec ceci. La vitesse, c'est une distance par rapport à un temps. Mon corps va couvrir une certaine distance qui est égale à la circonférence, 2πr, pendant un certain temps. Pour faire un tour complet, on va dire que ça va prendre une période. Souvenez-vous que la fréquence, c'est égal à 1 sur t ou vice-versa. Hein? La période, c'est 1 sur f. Donc, je peux écrire ça avec 2πf. Ça, c'est ma vitesse. On vient de trouver la vitesse dans la dernière partie. J'ai oublié mon R ici. 2π, c'est juste des nombres. R, je le connais, c'est 3 km. Et la fréquence, c'est ce que je cherche. Si j'isole ma fréquence, je finis avec V sur 2πr. Je peux donc déterminer la fréquence en utilisant ma vitesse qui était de 1,23 fois 10 à la 2 mètres par seconde. 2 fois pi fois le rayon de 3 km. 3000 mètres. Pour une fréquence de 0,01305 Hz. Très petite fréquence. Donc, ça veut dire qu'est-ce que je fais un tour par seconde? Même pas. Hein? Je fais moins qu'un tour par seconde. Notation scientifique, je veux deux chiffres. Donc, 1,3 fois 10 à la 1. 2 moins 2 moins 2 Hz. Donc, une très petite fréquence. Pour une grande station de ce type, de 3 km de diamètre, je n'aurais pas besoin d'une énorme fréquence. Pensez-y, 3 km de large comme cylindre, ça ne va pas tourner très très vite. Donc, voilà. Voilà la solution à notre problème. On se laisse là et on se revoit la prochaine fois. Ciao.